Alors bonjour à tous, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances et que vous allez bien. On se retrouve pour terminer la séquence sur le droit des animaux, enfin presque terminée en tout cas. Euh, alors on était resté en fait sur un genre de suspense, c'est-à-dire qu'on avait vu la pensée de Peter Singer et Peter Singer, si on le suit jusqu'au bout, on devrait tous devenir véganes. Et je vous avais lancé un petit défi, est-ce que vous êtes capable de me trouver des contre-arguments? Donc est-ce que si vous n'êtes pas vegan, pourquoi en fait, concrètement? Et voilà, pourquoi est-ce que vous refuseriez de faire souffrir et tuer un bébé, mais pourquoi est-ce que vous acceptez de faire souffrir ou de tuer un animal, alors que finalement, du point de vue de la conscience sensible, ils sont assez identiques. J'ai eu des très bonnes réponses, d'autres un peu moins. Par exemple, dire c'est par habitude, c'est pas vraiment un contre-argument. Dire que. Ah oui, la question, ça c'est important de le repréciser, la question de l'apport en protéines. En fait, pendant des siècles, ça n'aurait pas été possible, mais aujourd'hui, en fait, on a d'autres sources de protéines que la viande. Déjà, il y a des protéines dans certains végétaux, donc par exemple dans tous les légumes secs, dans les lentilles, etc. Et puis en fait, il y a aussi des compléments alimentaires qui permettent de ne pas avoir à prendre de protéines animales. Voilà, donc aujourd'hui, en tout cas, on peut le faire sans danger pour la santé, même s'il faut se former sur la question, hein, ne devenez pas vegan sans avoir réfléchi à ça. En tout cas, c'est pas le but de ce cours, de vous former à ça. Donc faites-le par vous-même si jamais ça vous intéresse. Mais il y a eu aussi des contre-arguments qui étaient très valables et très intéressants. Bravo à tous ceux qui ont réussi à en trouver. Et puis il y en a même qui ont réussi à anticiper sans le savoir ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est-à-dire la pensée de Kant. Donc, le titre de la séance du jour, c'est donc le respect des animaux selon Kant. Vous allez voir que c'est une position plutôt nuancée. C'est-à-dire qu'en fait, on aura vu trois auteurs dans cette séquence. Descartes, il est très radicalement contre les droits des animaux parce qu'il considère que les animaux sont juste des machines, donc on leur doit aucun respect. Peter Singer, il est très radicalement pour le droit des animaux, pour les raisons qu'on a vues la dernière fois, hein, parce que pour lui les animaux ont une conscience sensible. Et puis là, on va enfin voir un auteur qui est un peu nuancé, donc qui est dans une position un peu intermédiaire, ni tout blanc ni tout noir, donc sans doute ça va plaire à pas mal d'entre vous. Moi j'avoue que ça me plaît pas mal, mais après vous n'êtes pas du tout obligé d'être d'accord avec moi. Donc c'est la pensée d'Emmanuel Kant, qui est un auteur du XVIIIe siècle, du siècle des Lumières, donc un auteur allemand. Alors, on va commencer par noter un résumé de sa pensée. Alors, que pense Kant? Vous allez faire deux tirets parce que sa pensée elle est nuancée. D'un côté, Kant admet tout à fait que les animaux sont capables de souffrir et qu'ils ont une conscience sensible. D'accord? Donc, en fait, de ce point de vue-là, il faut noter que Kant ressemble plus à Singer qu'à Descartes. D'accord? Kant ne soutient pas la théorie de l'animal-machine. Pour lui, il y a vraiment une spécificité des animaux et des êtres vivants, etc., qui ne sont pas de pures machines. D'accord? Ça, c'est le premier tiret. Mais, deuxième tiret, pour autant, hein, Kant considère qu'on ne doit pas le même respect aux animaux qu'on doit aux êtres humains. En fait, effectivement, on doit un respect absolu à tout autre être humain, mais qu'on ne doit pas un respect absolu à tout autre animal, à tout animal que l'on croiserait. Et on va essayer maintenant de comprendre pourquoi, d'accord? Alors, pour ça, on va être obligé de voir deux aspects de sa pensée. Donc d'abord, le petit 1, dans cette séance du jour, ça va être d'essayer de comprendre pourquoi Kant considère que les animaux n'ont pas à proprement parler de droit. Alors, ça va paraître étonnant, mais c'est quand même un point important chez lui, c'est que les animaux n'ont pas à proprement parler de droit. Alors, qu'est-ce que Kant entend par là et pourquoi est-ce qu'il dit ça? Alors, vous voyez, son idée, c'est que c'est pas parce que les animaux souffrent qu'ils ont des droits. Vous voyez, vous pourrez le reformuler comme ça, là, tout de suite. Ce n'est pas parce que les animaux souffrent qu'ils ont des droits. Pourquoi? D'accord? Donc ça peut être la phrase d'annonce de votre petit 1. Alors, pour ça, on va faire un schéma. C'est qu'en fait, Kant considère qu'il
y a bien une supériorité de l'homme sur l'animal. Donc ça ressemble à Descartes. Il y a une supériorité de l'homme sur l'animal, sauf que c'est pas la même que Descartes, exactement. Vous voyez, c'est un auteur qui est, quand il est entre Descartes et Singer. Donc, supériorité de l'homme sur l'animal. L'homme, il est là-haut, et l'homme, d'après Kant, l'homme, il a des droits. Pourquoi ? Parce qu'il vit dans ce que Kant appelle l'état de droit. En fait, les hommes vivent dans des pays dans lesquels il y a des lois. Okay ? C'est ça qu'il appelle l'état de droit, c'est que quand on est dans un état, au sens avec un petit e, hein, donc voilà, on vit dans une situation, on est dans une situation, c'est ça, dans laquelle il y a des lois. Et donc, les lois vont définir des droits et des devoirs. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? On peut le rajouter sur le schéma. En fait, quand il y a des lois, si un faible est oppressé par le fort, donc, je sais pas, vous faites racketter dans la rue, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez faire appel à la loi, donc vous allez faire référence à une loi, d'accord, pour réclamer des droits. Donc vous pouvez essayer de vous plaindre auprès de celui qui vous raquette en vous disant « t'as pas le droit », ça risque de pas marcher, mais vous pouvez lui dire « je vais me plaindre à la police, je vais te dénoncer ». Vous allez pouvoir faire valoir vos droits, en fait, auprès de la police ou directement auprès de la personne qui vous agresse. Voilà. Tout ça en vous référant à la loi. Donc en fait, vous avez la première condition pour avoir des droits, en fait, c'est de pouvoir les réclamer en se référant à une loi. D'accord ? Ensuite, il y a une deuxième condition pour avoir des droits, c'est que, en fait, c'est qu'on a des devoirs réciproques. On vous le répète depuis tout petit, c'est vraiment la base du cours de EMC, c'est de dire, en fait, pour avoir des droits, c'est qu'on a aussi des devoirs par ailleurs. Donc, c'est parce que vous payez vos impôts, parce que, etc., vous remplissez vos devoirs de citoyen, que vous pouvez réclamer que la loi vous protège. Okay ? Donc, ça, c'est la situation des êtres humains. Ils vivent dans un état de droit, donc ils peuvent réclamer des droits en se référant à la loi parce qu'ils remplissent des devoirs par ailleurs. Ok ? Jusque-là, tout va bien ? Que dit Kant ? Il dit que, de ce point de vue-là, les animaux sont inférieurs. Donc on va zoomer un peu sur le bas du schéma et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut rajouter sur les animaux. Alors les animaux, d'après Kant, donc ils n'ont pas de droit. Et pourquoi ? Parce qu'ils vivent dans ce que Kant appelle l'état de nature. Okay. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'état de nature ? Donc à nouveau, c'est une situation dans laquelle il n'y a pas de loi. D'accord ? C'est une situation dans laquelle il n'y a aucune loi. Ou plus exactement, la seule loi qui existe dans l'état de nature, c'est ce qu'on appelle la loi de la jungle ou la loi du plus fort. Et ça change tout. Parce que si vous êtes faible dans l'état de nature, donc un animal est faible dans l'état de nature, pensez à une gazelle, elle va se faire bouffer par un lion, et elle ne peut pas supplier le lion en lui disant « s'il te plaît, laisse-moi la vie sauve » ou je vais aller me plaindre à la police. Non, la gazelle, elle ne peut pas faire ça. Et deuxième chose, la gazelle, elle n'a pas non plus de devoir réciproque. D'accord ? Elle ne doit rien au lion non plus. D'accord ? Donc elle va se soumettre s'il y a quelqu'un qui est plus fort qu'elle, mais parce qu'elle n'a pas le choix, tout simplement, et elle n'a pas de devoir envers quiconque. Son seul devoir, c'est d'assurer sa survie. Donc quand elle-même sera en position d'être la plus forte, donc concrètement elle est quand même en bas de la chaîne alimentaire, donc elle broute de l'herbe globalement, et elle le fait en fait, c'est tout. D'accord ? Alors, normalement vous avez complété ce schéma au fur et à mesure, mais on va le formuler avec des mots, parce que de toute façon, en question de réflexion, en question d'interprétation, vous n'avez pas le droit de dessiner des schémas, il faut le formuler avec des mots. Donc, si on résume ça avec des mots, il faut d'abord noter que pour Kant, l'animal est inférieur à l'homme, d'accord ? Parce que l'animal vit dans l'état de nature, alors que l'homme vit dans l'état de droit. D'accord ? Il faut ensuite noter que l'état de nature, c'est une situation dans laquelle il n'y a pas d'autre loi que la loi de la jungle ou la loi du plus fort. L'état de droit, c'est une situation dans laquelle il y a des lois qui définissent des droits et des devoirs. Okay ? Il faut noter que, ensuite, pour pouvoir avoir un droit, il faut donc être dans l'état de droit. En fait, l'état des droits permet de réclamer des droits en se référant à une loi, parce qu'on a des devoirs réciproques. D'accord ? À l'inverse, quand on est dans l'état de nature, on ne peut pas réclamer des droits,
parce qu'on n'a aucune loi à laquelle on peut se référer. Et puis, on ne peut pas réclamer des droits parce qu'en fait, il n'y a pas de devoir réciproque qu'on pourrait mettre en valeur. D'accord ? Ça, c'est juste le résumé en mots du schéma. Mais juste une fois que vous avez fait ça, vous allez à la ligne, vous notez conséquences. C'est quoi le truc ? C'est qu'en fait, du coup, pour Kant, c'est normal que les animaux se fassent manger. Les animaux, ils ne vous réclament pas d'être vegan. Jamais un animal va pleurer devant vous en disant « ne me tue pas ». Il souffre, alors donc il va pleurer peut-être, certains sont capables de pleurer, mais en fait ils ne réclament pas à proprement parler des droits, vu qu'en fait pour eux la seule loi qu'ils connaissent c'est la loi de la jungle. C'est normal pour eux de se faire manger, d'accord ? Même s'ils souffrent, ils n'ont pas l'idée de justice, ils n'ont pas idée de se référer à une loi qui ferait qu'ils pourraient réclamer de ne pas être tués. Pour eux, c'est normal. La seule loi qu'ils connaissent, c'est la loi du plus fort. Si c'était pas avec nous, parce qu'on les élève ou parce que c'est des animaux de compagnie, ils vivraient dans la jungle. Et en fait, la jungle, au sens métaphorique, dans la nature, en fait, de façon plus générale, et c'est violent. En fait, il suffit de regarder le moindre documentaire animalier pour se rendre compte que c'est dur, en fait, les conditions de vie des animaux dans la nature, des animaux sauvages. Donc, pour un animal, c'est tout à fait normal, en fait, d'être tué et d'être mangé. Donc ça, c'est ce qu'avaient aperçu certains d'entre vous, pas formulé exactement comme ça, mais dans vos petits défis, vous avez bien compris que en fait, nous, on est les plus forts, en quelque sorte, on a gagné. Donc, du coup, on a le droit de tuer les animaux juste en tant qu'on est les plus forts. Alors, Kant va un peu plus loin que vous, quand même. C'est-à-dire qu'il dit, comme on est les plus forts, on a en réalité réussi à créer un état de droit qui fait qu'entre nous, on va devoir se respecter les uns les autres. D'accord ? Et donc Kant va être un grand défenseur de la règle d'or, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, mais entre êtres humains, d'accord ? Parce qu'entre êtres humains, il y a un état de droit, pas pour les animaux. Okay. Ça, c'est donc le petit 1, donc c'est de comprendre pourquoi, d'après Kant, les animaux n'ont pas de droit à proprement parler. Alors, ça ne s'arrête pas là, parce que la pensée de Kant est beaucoup plus subtile que ça. Kant va dire que c'est pas parce que l'homme est supérieur à l'animal que, parce qu'il est dans l'état de droit et l'animal dans l'état de nature, que l'homme doit s'autoriser à faire tout et n'importe quoi envers les animaux. Voilà, ça va être l'idée du petit 2. Donc le petit 2, ça va être de comprendre pourquoi Kant dit que les hommes ont des devoirs indirects envers les animaux. Alors, c'est normal maintenant que vous ne compreniez pas exactement pourquoi Kant utilise le mot indirect, mais je vais vous l'expliquer petit à petit, vous allez comprendre. Donc vous voyez pourquoi c'est nuancé et subtil, c'est que le petit 1, c'est les animaux n'ont pas de droit, à proprement parler, et le petit 2, c'est pourtant les hommes, ils ont des devoirs indirects envers eux. On va essayer de comprendre pourquoi. Pour ça, dans ce petit 2, on va faire 3 points, que vous allez pouvoir matérialiser par 3 tirets, d'accord ? Donc les 3 tirets du petit 2. Premier tiret, c'est justement de dire, c'est pas parce qu'on est supérieur qu'on doit se comporter n'importe comment. Au contraire, quand on est supérieur, on doit se comporter de façon digne. Alors, je sais pas si vous comprenez cette idée. Si vous êtes l'aîné dans votre fratrie, dans votre famille, peut-être que vos parents ils vous ont dit ça. C'est pas parce que tu es plus fort que ton petit frère ou ta petite sœur que tu dois le frapper. Au contraire, tu es le plus fort, donc tu dois montrer l'exemple. Tu es le plus fort, donc tu dois utiliser ta force pour protéger ton petit frère ou ta petite sœur, et pas pour le dominer. Vous voyez ce raisonnement-là ? Donc c'est-à-dire qu'en fait, quand on a une supériorité, elle doit au contraire nous inciter à nous comporter de façon digne. Okay ? Donc ça, c'est un point très important pour Kant, et donc ça va justifier pourquoi, d'après lui, on a des devoirs indirects envers les animaux. Je vais expliquer ça petit à petit. Deuxième tiret. Qu'est-ce que Kant autorise et qu'est-ce qu'il interdit concrètement envers les animaux du coup ? Alors, il va autoriser le fait de tuer les animaux pour se nourrir. Ça ne lui pose pas de problème. Pourquoi ? C'est lié à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, les animaux, dans l'état de nature, ils obéissent à la loi de la jungle. Le plus faible
est tué par le plus fort pour se nourrir. Donc, il autorise le fait de tuer les animaux pour se nourrir parce qu'en fait, c'est la loi de la nature, tout simplement. Les animaux ne réclament pas des droits. Pourtant, Kant va interdire d'autres choses. D'accord ? Donc, ce que vous avez déjà noté dans ce deuxième tiret, voilà, qu'il autorise le fait de tuer pour se nourrir. Ce qu'on va voir maintenant, c'est ce qu'il interdit. Donc, il interdit d'abord une première chose, qui est qu'il interdit de torturer un animal par pur plaisir, gratuitement, vous voyez, sans nécessité. Alors ça peut arriver à certains enfants. Il y a des phases où les enfants peuvent, ils voient un escargot, ils prennent plaisir à le torturer, ils torturent le chat de la voisine. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si ça vous est déjà arrivé à vos cousins, vos frères, vos sœurs, etc. Mais en fait pour Kant ça c'est extrêmement grave et condamnable parce que c'est gratuit quoi. Il n'y a pas de nécessité à ça, donc c'est évidemment condamnable. Il va aussi condamner une deuxième chose, c'est le fait d'exploiter les animaux, on dirait aujourd'hui. Alors lui, il a en tête des exemples, vous voyez, comme les chevaux de trait pour labourer ou les chevaux dans les calèches, etc. Il dit en fait épuiser un animal inutilement pour des questions au fond de rentabilité économique, ça aussi c'est assez scandaleux. Et vous voyez, aujourd'hui il aurait dit en fait non pas les épuiser, mais par exemple parquer des poulets, je sais pas, une centaine de poulets dans 1 mètre carré ou des vaches sans qu'elles puissent voir la lumière du jour pendant toute leur vie. Enfin voilà. Donc là, non pas les épuiser, mais simplement les faire souffrir, leur donner des conditions d'élevage indignes, simplement pour des questions de rentabilité économique, ça lui aurait posé problème en fait. C'est analogue à ce qui se passait à l'époque quand on épuisait les animaux. Aujourd'hui, c'est plutôt l'inverse, c'est qu'en fait, ils n'ont pas assez d'espace pour courir, mais bon, mais au fond, c'est le même problème. C'est une histoire de rentabilité économique. Okay ? Et puis, troisième chose qu'il trouve scandaleuse, c'est, il prend l'exemple, un chien qui aurait été vraiment un animal fidèle à son maître pendant toute sa vie, et à la fin de sa vie, il n'est plus, il est vieillissant, etc. En fait, il faut s'en occuper beaucoup plus qu'au début de sa vie et rend moins de service en quelque sorte. Et donc il dit là, en fait, ça serait scandaleux de mépriser ce chien alors qu'il a rendu des bons et fidèles services pendant toute sa vie en fait. Donc là, en fait, c'est de dire, il faut pas, ça rejoint un peu la rentabilité. Il faut pas uniquement, mais pas économique ici. Il faut pas uniquement penser à ce que l'animal nous apporte nous. On a aussi en fait en un sens des devoirs indirects envers lui, on va le comprendre. Okay ? Donc ça c'était donc le deuxième tiret, de comprendre qu'est-ce que Kant dit concrètement. Maintenant il va falloir comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il dit que en fait ces différents comportements sont nuisibles. D'accord ? Pourquoi ils sont scandaleux même en fait. Donc c'est le troisième tiret, on va essayer de justifier dans ce dernier tiret pourquoi est-ce qu'on ne doit pas faire n'importe quoi avec les animaux et pourquoi on a quand même certains devoirs indirects envers les animaux. Donc ceux que je vous ai donnés, ne pas les torturer gratuitement, etc. etc. Okay. Alors pourquoi ? En fait, l'idée de Kant, ça va être de dire que la question n'est pas celle de la souffrance de l'animal. Parce que, ça je le répète, mais normalement vous l'avez compris dans le petit 1, le fait qu'un animal souffre, c'est normal. Ça fait partie de sa vie. Il vit dans l'état de nature. Donc pour lui, c'est normal. Il ne peut pas se référer à une loi ou à une idée de justice pour réclamer des droits. Donc ce qui pose problème dans les 3 cas que j'ai mentionnés, ça n'est pas la souffrance de l'animal. C'est pour ça, du coup, que Kant dit qu'on n'a pas des devoirs directs envers les animaux. On n'a pas, d'après lui, le devoir d'avoir de l'empathie avec la souffrance de l'animal. Non. C'est bizarre, mais Kant s'en fiche, en fait, de la souffrance de l'animal. Par contre, point important, Kant dit que ce qui se passe, c'est que quand on fait souffrir un animal, ça nous dégrade nous-mêmes, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand on fait souffrir un animal gratuitement, en fait, on endurcit notre cœur. Donc, ce qui se passe fondamentalement, c'est que notre capacité d'empathie, c'est vrai, elle diminue.
Et pour contre ça pose problème parce que après, on finira par avoir endurci notre cœur tellement qu'on ne sera plus capable d'avoir de l'empathie pour les autres êtres humains. Vous voyez? Donc ce qu'il trouve grave, c'est qu'un enfant qui torture trop des animaux, ou quelqu'un qui travaille dans des abattoirs ou dans des élevages et qui est habitué à endurcir son cœur, en fait, il va finir par endurcir son cœur même avec d'autres êtres humains. D'accord ? Alors, petite parenthèse à ce sujet-là, vous voyez, c'est un raisonnement qui ressemble à ce qu'on dit par exemple, à force de voir des jeux vidéo, des films trop violents, vous allez finir par devenir violent. Ou à force de voir des vidéos pornographiques violentes, d'ailleurs ça a été prouvé ça, hein, les adolescents finissent par reproduire des pratiques sexuelles violentes dans leur vie sexuelle personnelle. Donc c'est un peu la même idée, vous voyez, c'est à force d'endurcir son cœur, de l'habituer à de la violence, envers les animaux en l'occurrence, et ben on l'endurcit de façon générale, d'accord ? Donc ça c'est un vrai problème. Alors qu'à l'inverse, quand on apprend à bien se comporter envers un animal, et ben en fait ça assouplit notre cœur, ça fait grandir notre sens des responsabilités et ça nous rend meilleurs en tant qu'être humain. Ça les parents le savent bien, hein, quand... Enfin, il y a certains parents qui achètent un animal à leur enfant pour des raisons éducatives, parce que en fait, ils savent que ça va responsabiliser l'enfant, ça va l'inciter à être tout doux avec avec ce petit animal, etc. Et donc, en fait, ça l'éduque, vous voyez ? Donc, c'est juste le problème symétrique, quoi. Mais vous voyez, ce qui intéresse Kant dans les deux cas, c'est comment ça va impacter notre comportement envers les autres êtres humains, d'accord ? Donc, effectivement, la souffrance de l'animal, ça n'est pas sa question, il ne s'en préoccupe pas. Mais par contre, il se dit que quand on se comporte mal envers un animal, on va finir par mal se comporter avec les êtres humains. Et quand on se comporte bien avec les animaux, et ben en fait, sans doute, on sera aussi quelqu'un qui se comporte bien avec les êtres humains. Je ne sais pas si vous avez constaté ça autour de vous, mais je trouve que ça se vérifie en réalité assez bien. Et donc ça va normalement vous permettre de comprendre pourquoi Kant considère qu'on a des devoirs indirects envers les animaux. C'est-à-dire qu'en fait, on a des devoirs surtout envers les autres êtres humains. Les devoirs directs, ils sont envers les autres êtres humains. Mais pour bien se comporter envers les êtres humains, il faut bien se comporter envers les animaux. Et c'est pour ça que nos devoirs envers les animaux sont indirects. Alors, petit bilan de ce qu'on vient de dire. Première chose, le vocabulaire. Vous allez noter qu'il y a deux concepts importants qu'on a vus cette fois-ci qu'il faut retenir pour l'an prochain, pour la suite de l'année, etc. C'est l'état de nature et l'état de droit, d'accord ? Donc ce sont deux situations, dans l'une il y a des lois, dans l'autre il n'y en a pas, d'accord ? Donc ça c'est la première chose. Ensuite, pour faire un bilan de ce que pense notre ami Kant, Kant il se situe, comme vous l'avez compris, entre Descartes et Singer. Donc je vais faire un petit bilan des points communs et des différences. Donc d'abord, points communs et différences avec Descartes. Le point commun avec Descartes, c'est qu'il pense que l'homme est supérieur à l'animal. Ça, c'est comme Descartes. Mais pas pour les mêmes raisons, d'accord ? Pour Descartes, l'homme est supérieur parce que l'homme possède des facultés supérieures, d'accord ? Alors que l'animal n'est qu'une machine, d'accord ? Alors que pour Kant, c'est pas ça. L'animal n'est pas qu'une machine d'abord, et puis c'est une histoire d'état de droit et d'état de nature. L'état de droit fait que l'homme a une conscience morale, hein, d'après Kant, parce que voilà, il réfléchit en termes de droit et de devoir. Mais c'est pas exactement la même chose que Descartes quand même. Et surtout, Kant n'en tire pas les mêmes conclusions. Si l'homme est supérieur à l'animal d'après Kant, et bien en fait l'homme du coup doit se comporter de façon digne et supérieure. Okay ? Ensuite, point commun et différence avec Singer. Le point commun avec Singer, c'est que Kant considère que l'animal est capable de souffrir. Il n'est pas un pur animal machine, il ressent la souffrance. Mais, différence avec Singer, c'est que Kant considère que c'est pas parce que les animaux souffrent qu'ils ont des droits. D'accord ? Les animaux ne réclament pas à ne pas souffrir. Pour eux, c'est normal de souffrir et d'être dominés par les forts parce qu'ils sont dans l'état de nature. D'accord ? C'est donc la différence avec Singer, fondamentalement, c'est que du coup, les hommes n'ont pas de devoir direct envers les animaux. Ils n'ont pas le devoir
de se mettre à leur place et de se dire « Ah mais moi, j'aimerais pas qu'on me tue et qu'on me fasse souffrir, etc. » Ils ont des devoirs indirects envers les animaux uniquement. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser parce que c'est vraiment des notions importantes qu'on a vues ensemble aujourd'hui. Et puis moi, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir!